Nous allons céder la parole à Sylvain Letourmy qui va donc nous présenter ce concept. Merci Sylvain. Merci Johan. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir à cet événement. Moi, je suis ravi de partager ce moment avec vous, notamment parce que on travaille avec Spix. Spix fait partie de notre écosystème de partenaires intégrés à notre plateforme en extension de notre solution RH pour toute la partie évaluation des niveaux de langue. Donc c'est important pour nous aussi de partager nos points de vue avec nos communautés respectives de clients et partenaires. Alors, merci. Du coup, pour le sujet qui nous intéresse ce matin, donc humain et digital, la première chose que je voulais faire, c'était vous poser deux questions. Je crois que vous êtes connectés sur l'outil. Je ne sais pas si on peut voir l'outil. Slido à la régie. Je ne sais pas si on peut voir l'outil de Slido et poser les deux questions. Oui. Donc deux questions pour vous, puisqu'on est là pour parler de l'impact du digital sur l'humain. Les deux questions que j'ai pour vous, c'est de savoir si vous êtes aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être dans une entreprise qui va subir une disruption forte dans les 3 prochaines années. Oui, non. Et puis la deuxième question, pensez-vous être dans une entreprise qui a une stratégie de transformation et donc plutôt cherche à accélérer, ou n'a pas encore défini sa stratégie et cherche à s'adapter? Bon, très bien, je pense que les proportions sont très révélatrice. Donc sur le sujet de la disruption, on est complètement dans les statistiques qu'on trouve sur l'ensemble de ces entreprises. Il y a 52% des sociétés qui étaient au SBF 120, au Fortune 500 il y a encore quelques années, il y a 15 ans, qui n'y sont plus aujourd'hui. Donc on est tous aujourd'hui dans un contexte de forte disruption. Si on va à la deuxième question tout de suite, pour ne pas perdre trop de temps. Est-ce que vous êtes plutôt dans le contexte où vous avez le sentiment dans votre entreprise, il y a une stratégie claire relative à la transformation, et vous êtes plutôt en phase d'accélération, vous êtes plutôt en recherche de votre stratégie dans ce contexte de disruption? Ok. Très bien, merci. On va revenir sur les slides principaux. Donc on est plutôt dans un contexte où on recherche à accélérer. En fait, si on regarde ce que nous on voit sur les études qu'on a réalisées, les 3 points principaux qui ressortent des sociétés avec lesquelles on échange, c'est la recherche d'un besoin d'agilité. Alors qu'on soit dans le cas de l'accélération ou que ce soit dans le cas de l'adaptation, la recherche d'un besoin d'agilité est devenue extrêmement importante, d'adapter l'effectif en fonction de la stratégie qui peut changer très, très rapidement. En parallèle, on a une pression très forte de la part des employés qui recherchent un environnement de travail, un accès à l'information des ressources humaines qui soit beaucoup plus intuitif, beaucoup plus instantané. Et on recherche évidemment à adopter une culture d'innovation. Alors si on regarde un petit peu le graphe que nous proposait Deloitte, on retrouve très rapidement ces effets-là. Une accélération forte de la mise à disposition des technologies. On a vu déferler l'AI, l'intelligence artificielle, le machine learning, le big data, les objets connectés, la blockchain, tout ça nous tombe dessus et on voit que dans notre environnement de consommateurs, donc en orange, ces technologies-là sont mises à notre disposition, donc que ce soit sur notre smartphone, dans notre GPS, on a de plus en plus de fonctionnalités dites intelligentes qui viennent vers nous. Et ça provoque en fait un écart vis-à-vis de ce qu'on trouve dans les organisations. Donc ça, c'est l'opportunité qu'on a, nous, d'aller traiter ce sujet. Alors l'approche d'Oracle sur ce thème-là, ça va être sur 2 piliers. Le premier, ça va être de fournir un environnement de travail pour les collaborateurs qui soit plus plaisant. Et le deuxième sujet clé pour nous, ça va être de rendre l'environnement de travail des collaborateurs plus intelligent.
Alors sur le sujet plus plaisant, le point clé pour nous, ça a été de retravailler la totalité de nos interfaces outils. Tout ce qu'on a conçu a été conçu en premier lieu pour être navigable sur des interfaces mobiles, utilisables sur d'autres types de terminaux. On a inclus des chatbots, on a inclus des assistants digitaux. Et puis on a inclus aussi toutes les méthodes de travail nouvelles qui sont plus sociales, plus instantanées, plus dans l'interaction entre les différents collaborateurs, un petit peu moins, je dirais, liées à des modes de fonctionnement hiérarchiques. Alors ça ressemble à ce type de choses. On retrouve un accès aux différents modules des newsfeeds. Mais le point qui est assez clé derrière ça, en fait, c'est la donnée des collaborateurs. En fait, on cherche à avoir des environnements de travail personnalisés. Mais personnalisé, c'est plus avoir le logo de ma société et la couleur que je veux sur l'écran personnalisé. C'est quelque chose qui est basé sur mon profil de données. Alors mon profil de données, du coup, devient un des enjeux forts, c'est la maîtrise de la donnée du collaborateur et comment est-ce que l'information RH qu'on va pousser vers lui va être personnalisée par rapport à ce profil. Et sur cette base-là, on peut faire des choses on va dire auto-apprenantes et différenciantes d'un collaborateur à l'autre en fonction de son rôle. Bon, là, on va voir le visuel en fonction des différentes applications. Deuxième sujet, c'est rendre le travail plus intelligent. Alors pour qu'il soit plus intelligent, le premier sujet, c'est évidemment la donnée. Donc la donnée interne. Premier sujet, ça va être de décloisonner en fait l'ensemble des informations RH, c'est-à-dire de désiloter le recrutement, la gestion des talents, la gestion administrative, pour que toutes ces informations-là communiquent entre elles et pour qu'on puisse faire quelque chose de personnalisé. Mais ça ne se limite pas seulement aux informations qui sont disponibles dans l'entreprise. Il s'agit aussi d'aller exploiter des données qui sont accessibles en externe, et notamment un vivier qui est très important pour nous, qui est les informations qu'on trouve sur LinkedIn. Et on a annoncé un partenariat fort entre Oracle et LinkedIn pour permettre aux collaborateurs, au moment où ils définissent leur profil interne, d'aller absorber leur profil LinkedIn et de le mettre à disposition dans l'entreprise et de le personnaliser. Donc ça, c'est un point important parce qu'on peut plus se permettre aujourd'hui en entreprise d'avoir un niveau de connaissance inférieur en entreprise de ce que le collaborateur déclare librement sur son profil et de façon publique sur son profil LinkedIn. Donc ça nous permet de mieux le connaître. Ça nous permet aussi, quand on est recruteur, d'aller faire du matching entre un job et des profils qui sont en externe sur LinkedIn. Donc vous avez un accès en fait en instantané à la base de CV la plus à jour et la plus importante pour faire du matching entre les deux. Et ça va jusqu'aux formations, c'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir, au moment de choisir de développer des compétences en interne, aller piocher dans la base de formation mise à disposition sur la plateforme LinkedIn. Alors tout ça repose aussi sur l'usage du machine learning et de l'intelligence artificielle. On n'a pas une approche où il y aura un module intelligence artificielle ou machine learning. En fait, l'intelligence artificielle s'infuse dans l'application et elle va être utilisée un petit peu dans la formation, un peu dans la gestion des talents, un peu dans le recrutement. Vous ne verrez pas apparaître en fait un module intelligence artificielle. Alors il y a aussi des sujets autour de la blockchain et des objets connectés, mais je ne les traiterai pas forcément aujourd'hui. Je vous présenterai tout à l'heure quelques exemples d'assistants digitaux et puis un exemple aussi de recrutement basé sur les données. Un des points que je ne présenterai pas dans l'application, je vous en parle juste en 2 minutes, un des points qui nous permet d'améliorer l'ergonomie et l'approche intelligente, ça va être de demander dès le départ à un collaborateur quelles sont les informations qu'il souhaite modifier, et donc d'adapter les process et les workflows et les écrans qu'on lui présente en fonction de ce qu'il souhaite modifier. Donc dans le cadre ici d'une promotion, on va pouvoir décider directement au moment de la promotion, est-ce qu'on change les personnes qui sont rattachées à ce collaborateur, et si on le fait, ça va mettre à jour automatiquement l'ensemble de ses droits dans l'application. Et puis le dernier point, avant que je passe à la partie démo, c'est que tout ce qu'on vous présente, en fait, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de la technologie comme étant quelque chose qui était très visible, qui était assez central dans l'usage. Finalement, en fait, on arrive dans une époque où aujourd'hui, avec les assistants digitaux, on va pouvoir déclarer des demandes à un chatbot qui va réaliser ces opérations. En fait, on arrive plutôt vers une
une disparition en fait de la technologie en termes de visibilité. C'est-à-dire que c'est pas une finalité, c'est plutôt une facilité pour accéder à un service, et on arrive dans des modes de fonctionnement, donc par la voix, par les SMS, par les chatbots, qui font que la techno nous rend le service. On ne voit plus tellement comment est-ce qu'elle le fait, simplement on pose la question, on obtient l'information. Alors je vais passer à la démo, et je vais du coup poser le micro, j'espère que vous m'entendrez aussi bien. On va passer sur le HDMI, si ça ne vous embête pas. Hop, merci. Alors, je vais enlever le code avant. Vous m'entendez toujours? Sinon je force un petit peu la voix. Voilà, donc pour vous présenter un petit peu ce à quoi ça ressemble, parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est quand même plus simple de voir à quoi ça ressemble. Ici, on est dans le cas d'une candidate qui vient postuler sur un environnement carrière classique. Donc elle a reçu des différents emails l'incitant à venir s'intéresser à cette société. Et quand elle arrive sur le site, donc elle découvre la section carrière. Et on est déjà en fait dans une démarche où elle a accepté les cookies. Donc on a déjà quelques petites informations sur elle en tant que candidate. On sait déjà que c'est une femme, et donc on va lui proposer déjà dès sa partie visite de l'environnement carrière des informations qui peuvent voilà, lui permettre d'avoir plus d'intérêt pour l'organisation. Donc ça, c'est pour rentrer dans la démarche un petit peu data-driven recruiting. Donc elle va faire sa recherche, elle cherche un job de marketing. Et au moment de lancer sa recherche, elle utilise un smartphone, comme 95% des personnes qui cherchent un premier job. Et donc il est localisé, on sait qu'elle recherche dans la région de New York, on l'a déjà filtré directement sur cette zone géographique. Donc elle peut accéder à la liste des jobs, elle va voir le job en question, pouvoir parcourir un petit peu le descriptif, et puis elle a accès directement à un chatbot qui lui permet de poser des questions de base. Et notamment, comme elle démarre tout juste, elle se pose la question de savoir si ce job est ouvert à des profils juniors. Et le bot va lui dire que oui, c'est possible de postuler en tant que junior du moment qu'on a les compétences qui sont requises pour le poste. Donc elle va décider de postuler. On va essayer de faire quelque chose de relativement simple, parce qu'on sait que le taux d'arrêt de candidature peut être important chez les jeunes profils lorsque la procédure est complexe. Donc on lui demande en fait simplement de saisir son adresse email. On ne lui demande même pas de créer un compte en fait, parce que même la création de compte est déjà une barrière à l'entrée. Donc elle va juste saisir son adresse email. Sur cette base-là, on va lui dire: est-ce que tu as un CV sur LinkedIn, sur Indeed ou sur un site en partage? Elle va se connecter avec LinkedIn, elle autorise l'import de son profil, et on récupère nom, prénom, les informations, son adresse personnelle et ses expériences et ses diplômes. Et sur cette base-là, elle peut soit modifier, soit soumettre, et elle a terminé sa candidature. Donc ça nous permet d'aller très très vite, d'éviter de perdre des candidats. Tout ça se passe sur un mobile. Elle pourrait récupérer les mêmes informations en direct sur son accès PC, et sa création de compte va se passer a posteriori, c'est-à-dire qu'elle reçoit un mail où elle donne la confirmation de la création de son poste, de son environnement. En parallèle, en fait, comme on est toujours dans cette approche data-driven, on va lui proposer aussi des événements qui sont basés sur le poste auquel elle s'est intéressée, la localisation à laquelle elle faisait référence. Et elle va donc pouvoir venir à une rencontre carrière avec l'équipe de l'entreprise. Si on prend la suite en tant que pré-embauchée, donc elle a été sélectionnée, je me connecte en tant que, voilà, pré-boarding, elle a été sélectionnée en tant que pré-embauchée pour ce job. Elle est dans cette phase où, d'un côté, elle a été confirmée par l'équipe recrutement, mais elle n'a pas encore commencé. Donc en fait, on va lui fournir un environnement, ce qu'on appelle le pré-boarding, qui va lui permettre de savoir ce qu'elle peut faire et les informations qu'elle peut fournir pour préparer son arrivée. Donc avant son premier jour,
son premier jour, alors ce sera le 24 décembre. C'est une bonne date pour commencer, je trouve. Elle a l'heure d'arrivée et puis elle a le lieu, évidemment. Ensuite, elle a accès à un petit message du CEO qu'elle peut visionner et l'accès aux informations de la société. Lorsqu'elle a réalisé ses premières tâches, en fait, elle voit ce qu'elle peut réaliser en tant que futur embauché. Donc, elle peut regarder ce message du CEO. Je vais vous épargner la lecture de la vidéo. Elle va confirmer qu'elle a réalisé cette étape. Elle voit qu'elle a d'autres étapes à réaliser. Elle pourrait accéder au règlement intérieur, etc. Mais là, il faut d'abord réaliser la signature en fait, de l'accord de confidentialité. Donc, on va juste faire une signature électronique. Même marquer cette opération comme réalisée. Ensuite, on peut accéder à la suite des opérations. Donc là, elle est déjà en fait dans un environnement qui va ressembler à celui qu'elle aura quand elle sera employée. Elle a accès à des choses relativement sympas. Elle voit ce qui va se passer le premier jour, donc c'est évidemment sa date d'accueil, ce qu'elle doit apporter. Et puis elle a une petite note de l'équipe qui lui dit « Tu t'embêtes pas pour le déjeuner, c'est nous qui nous chargeons de tout. Le jour où tu arrives, c'est déjeuner d'équipe avec toute l'équipe. » Et puis elle a accès à différentes informations sur la culture de la société, des activités internes, etc. En fait, l'objectif, c'est de... On parle beaucoup d'expérience candidat, on parle beaucoup d'expérience employée, puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a souvent une disruption assez forte entre tout ce qu'on essaie de faire bien pour le candidat qui est sur le site carrière, et puis cette espèce d'essoufflement au moment où on passe entre l'environnement candidat et l'environnement employé. Et cet effet parfois un peu déceptif de l'écart qui existe entre les deux. Donc là, l'idée, en fait, c'est de rendre l'expérience plus continue. Il y a un deuxième impact aussi pour les RH, c'est que dans cette phase où on passe du recrutement à l'embauche, on transfère des fichiers par email, et là, on n'est pas forcément très compliant avec les contraintes GDPR. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir toutes ces informations dans un système unique. La donnée transite du recrutement jusqu'à l'embauche, et on a centralisé toutes les données. Si on doit les supprimer, on les supprime dans un endroit unique. En deux petites étapes. Elle arrive ici en tant qu'employée. Vous voyez que son environnement est tout à fait comparable. Donc pas de surprise pour Sarah. Elle a accès désormais à ses données personnelles. Alors elle s'est mariée entre-temps. On va mettre à jour ses informations personnelles. Ouais, elle a un agenda très chargé, cette jeune femme. Elle s'est mariée le 17 novembre. Hop. Voilà, donc ça c'est à jour. Et puis elle va poser des jours quand même. Parce qu'on démarre le 24, mais elle va poser le 26. Comme ça, ça rééquilibrera. Voilà pour l'environnement en fait, de Sarah en quelques clics sur son mobile. Il me reste quelques minutes. Je voudrais vous montrer. On va revenir sur le VGA, s'il vous plaît. Alors on va passer sur le profil de Brian Joseph, qui est un des collègues de Sarah. Donc il accède à son environnement carrière. On parlait de changement de pratique. En fait, dans l'application telle qu'on la conçoit, il y a beaucoup plus d'interactions entre les collaborateurs, parce on repose moins sur l'approche hiérarchique. Et puis, on va aussi donner beaucoup d'autonomie aux collaborateurs, aux managers pour gérer leur développement personnel. Donc ici, Brian Joseph a eu un entretien avec son manager N+1. Et son manager N+1 lui laisse un feedback sur l'application. Il lui dit « Tu devrais consulter les opportunités d'évolution en interne et notamment aller chercher des opportunités de formation. Il y a beaucoup de contenu super intéressant. Je te laisse rechercher. » Donc, on accède ici aux objectifs de développement que s'est fixé Brian Joseph. Et on voit dans quel cadre il s'est fixé ces objectifs-là, soit pour développer son rôle actuel, soit pour un rôle futur, et comment est-ce qu'il progresse sur le développement de ses compétences. Alors, il va pouvoir aller explorer de nouveaux rôles.
il a déjà déclaré de l'intérêt en fait, pour un job de senior director, mais en future étape, il souhaiterait devenir vice-président. Beaucoup d'ambition. Bon, là, il voit effectivement que l'écart est relativement important à ce stade. Donc, il va quand même déclarer de l'intérêt pour ce job-là. Et on va retrouver voilà, les jobs sur lesquels il souhaite évoluer. Donc, sa prochaine étape, c'est évidemment une étape de senior director. Il a déjà beaucoup progressé dans ce domaine-là. Il s'était fixé plusieurs objectifs qui avancent plutôt bien. En tant que vice-président, on va aller regarder quels sont les écarts. Et voir comment est-ce qu'on peut développer Alors, comme je vous le disais, on est dans une approche plus collaborative. Donc là, sur le job sur lequel il souhaite évoluer, en fait, il y a plusieurs choses qui vont changer, notamment la possibilité de trouver des personnes qui sont déjà dans ce rôle-là, qui pourraient être des relais pour lui, des personnes avec lesquelles il pourrait échanger. On va aussi voir quels sont les types de formations qui sont mises à disposition relativement à ce job. On va lui dire, par exemple, voilà, sur les compétences que tu devrais développer, il y a cette compétence de leadership qui est relativement basse. Et on va lui proposer des contenus de formation. Donc simplement, il va directement pouvoir ajouter ces formations-là dans ses objectifs. Donc là, on va saisir l'objectif en tant que tel en totalité. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette approche-là, c'est que, bien sûr qu'en arrière-plan, il y a un module gestion des objectifs, un module gestion de la formation, un module gestion des talents. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est le fait de pouvoir se dire, peu importe en fait quel est le module qui est activé, à un moment, je suis dans une démarche personnelle, de trajectoire personnelle ou de développement, et j'accède au contenu, à la donnée dont j'ai besoin pour pouvoir définir mon parcours, et j'accède aussi aux personnes qui peuvent m'aider dans cette démarche-là. Un deuxième volet qui est important pour Brian, c'est ce qu'on appelle toute la partie en fait, personal branding, qui est ici, qui va ressembler en fait à son profil LinkedIn, mais en interne. Combien de 10 ? Le micro. C'est mieux avec le micro ? Ouais, c'est mieux avec le micro. Donc, il va pouvoir accéder en fait à une zone qu'on appelle Personal Brand, dans laquelle on retrouve l'ensemble de ses compétences. Je suis en train de me laisser charger. On retrouve l'ensemble de ses compétences et de la même manière, ces compétences, elles sont connectées à l'ensemble des informations du système. Donc, par exemple, si j'ai ici déclaré un certain nombre de compétences et je souhaite développer cette compétence-là, je vais pouvoir accéder à différents modes de développement de cette compétence. Donc, soit par accès à des contenus de formation, soit en recherche d'un mentor, soit en participant à des causes qui sont ce qu'on appelle le volunteering, donc qui sont déclarées en interne, mais qui peuvent participer à mon développement personnel, et notamment en travaillant avec des collaborateurs. Et puis en facilitant aussi l'animation de communauté, c'est-à-dire pouvoir adresser ma question à une communauté d'experts qui vont m'aider à développer ma compétence. Donc voilà pour les usages en tant qu'employé. Je vais faire un petit saut sur les... Combien de temps me reste-t-il ? Ouais. Je fais un petit saut sur l'accès en tant que manager pour que vous voyez notamment... que vous voyez notamment la partie gestion des talents vue du manager. Donc ici, on est dans l'environnement du manager. Vous voyez, l'ergonomie est très comparable. Là, je vais aller voir en fait la gestion des talents pour mon équipe. Donc, je suis le manager de Brian et je participe à la réunion de gestion des talents. Donc là, on retrouve en fait toutes les informations de mon périmètre. Je suis dans ce meeting avec les RH. Donc, on voit performance, potentiel, les collaborateurs dans les différentes boxes. Et on va rajouter des informations sur le risque de départ et sur la localisation géographique. Donc dans cet exemple-là, tout en haut à droite, on voit que dans les risques de départ élevés, donc risques de départ élevés, donc qui sont en vert, j'ai le fameux Brian Joseph.
Et on a accès directement à ces informations de performance, ces informations de potentiel. Donc il est sans surprise sur les deux volets importants pour nous. Et on va pouvoir par exemple regarder des informations relatives au plan de succession et voir qui sont les candidats potentiels en cas de départ ou de perte de Brian, qui sont les personnes qui pourraient lui succéder, et voir directement quelles sont les personnes qui, dans notre environnement, seraient en mesure de prendre la succession de Brian. Voilà quelques exemples en fait qui viennent juste illustrer la capacité de ce qu'on va pouvoir faire en décloisonnant les données liées aux collaborateurs. Et pour terminer, je voudrais... Alors là, je vais encore avoir besoin de mes deux mains, je suis désolé. Je voudrais vous parler un petit peu aussi des chatbots, parce qu'on a souvent... voilà, on se pose la question de est-ce que ça existe, est-ce que c'est opérationnel ou non. Donc je voudrais vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire avec un chatbot aujourd'hui. Donc il y a des fonctionnalités très simples. Hein. On va commencer sur des choses simples. Voilà. Donc là, il va vous demander en quelle température souhaitez-vous voir la température à Paris. Donc en degrés, il fait tout juste 0 degré. Et puis on va pouvoir lui poser des questions comme voilà, quel est mon prochain meeting. Alors, j'ai un meeting à 3h30, je peux lui dire qui est dans ce meeting. Il va me donner les noms des personnes. Je ne connais pas, par exemple, Betty. Qui est Betty? Il va me demander, voilà, elle est en charge de la paye, elle reporte à telle personne, est-ce que tu veux que je l'appelle? Donc non. Je vais pouvoir lui demander des choses sur... montre-moi les prochaines étapes possibles sur mon environnement carrière. Donc c'est exactement les mêmes informations que celles auxquelles j'aurais pu accéder en faisant des clics, mais je vais simplement lui demander de me les afficher là en direct. Et donc je vais lui dire, bah voilà, moi ce qui m'intéresserait serait de creuser cette option de passer président. Comment est-ce que tu veux avancer sur ce développement-là? Sur une base de learning, quel type de compétences, leadership. Voilà. Est-ce que tu veux t'inscrire à une des formations, par exemple au mois de décembre? Voilà. Est-ce que tu veux que je confirme l'inscription? Oui, non. Donc on a une interaction déjà directe avec l'ensemble des informations qui sont dans l'application. Alors là, je le commande par on va dire texto, mais je pourrais le commander par la voix, ça fonctionnerait exactement de la même façon. L'intérêt aussi, c'est dans ce décloisonnement de données, c'est aussi de pouvoir accéder à d'autres informations. Je pourrais lui dire, par exemple, voilà, ce que je souhaite faire, c'est commander un nouveau PC. Et il va me dire, voilà, est-ce que tu veux que je te fasse une recommandation de PC basée sur ton rôle? Oui. Et il va me chercher ces informations-là. Alors sur cette partie-là, si on accède en fait à ces informations-là, c'est parce que même au-delà des informations RH, on peut aller chercher des informations liées à la finance et on peut du coup traiter des sujets d'achat, on peut traiter des notes de frais, on peut traiter des approbations. Je pourrais lui demander quelles sont les approbations qui sont en attente de ma confirmation. Il va les afficher et je peux les lui confirmer. Donc voilà pour les différentes choses que je voulais vous présenter. L'idée c'était vous donner quelques exemples d'illustrations de ce qu'on peut faire avec ce type de techno aujourd'hui. Pour conclure, je vous dirais simplement que on a beaucoup investi dans la partie R&D pour arriver à cet environnement de travail qui soit agréable et à la fois utiliser au maximum tout ce que les technologies nous permettaient de réaliser. Le Gartner nous a reconnu sur ces 3 dernières années comme étant un acteur majeur du Magic Quadrant, et on vient récemment de passer comme étant le leader sur la partie vision et innovation. Donc je pense que c'était voilà, un beau retour de leur part, je voulais le partager avec vous. Et puis tout ça, on le réalise beaucoup aussi avec nos clients. Je vais vous donner quelques noms de clients, mais ce qui est important, c'est que c'est le chiffre en haut à droite, 80%
des innovations que l'on propose sont réalisées sur la base de feedbacks qui sont fournis par nos clients. Donc on a 31 000 clients actifs en fait sur un portail où ils partagent des retours, ils votent sur des idées, des innovations, ils partagent eux-mêmes des éléments de configuration qui sont utilisés par d'autres clients. Et ça, c'est un peu le pouvoir de la communauté cloud, c'est le fait de partager ensemble nos pratiques et nos configs et nos best practices et de travailler aussi avec l'éditeur pour travailler à ce que sera le module de demain. Et notamment, par exemple, dans le domaine de la formation, on a beaucoup travaillé avec les équipes d'Engie en France qui ont largement contribué à la dernière version de notre module formation. Voilà pour. J'imagine que vous avez peut-être des questions, donc je vais vous laisser. Oui. Comment définissez-vous les compétences Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question autour des compétences. Comment les établissez-vous? Comment les définissez-vous? Quelle est la grille de lecture pour un manager, par exemple, s'il doit évaluer son collaborateur sur le leadership? Est-ce qu'il y a une grille de lecture qui est définie dans l'entreprise ou via l'application? Et est-ce que les compétences sont déclarées par chaque collaborateur? Est-ce le collaborateur peut déclarer d'autres compétences que ce qu'il y a dans l'outil? Alors c'est une bonne question. En fait, sur ce point-là, en tant qu'éditeur, nous on est adogmatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de point de vue, scellé sur le sujet de ce que doit être une compétence et ce que notre client doit utiliser comme étant une compétence. Ceci dit, il y a toujours trois zones de compétences qu'on retrouve à peu près systématiquement. Des compétences qui font plutôt l'objet d'évaluations formelles et qui peuvent faire partie d'un cadre d'évaluation qui peuvent être liées à l'entretien annuel par exemple. Et souvent c'est toute la partie on va dire plutôt comportementale qui est plutôt sous cette approche-là. Il y a un deuxième volet qui est plutôt autour des compétences dites techniques mais qui font partie de l'environnement de l'entreprise qui là peuvent être référencées et dans lesquelles les collaborateurs peuvent piocher et déclarer et développer ces compétences-là. C'est plus le volet qu'on a vu tout à l'heure sous personal brand et la zone dans laquelle je cherchais potentiellement à mentorer quelqu'un ou à être mentoré pour développer mes compétences ou à accéder à des contenus de formation, mais plutôt dans une approche libre. Et puis un troisième volet que je n'ai pas présenté, mais qui est une zone autodéclarative dans laquelle je peux dire que je détiens d'autres types de compétences. Alors ça n'alimente la plupart du temps pas un référentiel de compétences, mais en revanche ça alimente les moteurs de recherche en texte, où on a des moteurs de recherche un peu comme un Google, qui nous permettent de retrouver du coup des profils qui, quelque part dans leur profil personnel, ont déclaré des connaissances ou des savoirs dans un domaine. Ça répond à votre question. Alors nous ne les définissons pas. En revanche, nos clients peuvent définir le libellé de la compétence, peuvent définir les niveaux de détention de la compétence et ce qu'ils entendent par ces niveaux de détention. Mais on n'impose pas en fait ni de référentiel ni de ce que doit être une compétence. Pour avoir beaucoup travaillé dans ce domaine, ça a l'air d'être un sujet commun. Et en 20 ans, je n'ai vu que des cas différents de gestion de compétences dans toutes les entreprises où je suis passé. Je rebondis sur le même échange. En fait, par rapport aux besoins, il y a un moment donné, on parle effectivement de l'autonomie où la personne va pouvoir visualiser un poste visé. Et par rapport à ça, on va identifier les écarts, en tout cas les besoins de formation. Donc ça nécessite quand même en amont toute une connaissance des compétences de la personne à un certain niveau pour savoir effectivement ce qui manque pour arriver. Donc ça nécessite de renseigner l'outil sur différentes choses. Et puis comment on peut analyser effectivement ce besoin de formation, cet écart de compétences entre le niveau où il est aujourd'hui et le niveau visé. Alors ça c'est un point effectivement important. Donc il y a évidemment tout un volet autodéclaratif. Je pense que dans tout ce qu'on voit, toute cette approche personnalisée, on ne l'a que parce que on collecte massivement des informations sur le collaborateur, son profil, toute la partie qualitative. Alors, toute cette partie-là, elle peut se faire soit par l'autodéclaration collaborateur,
la plupart du temps d'ailleurs, avec soit une partie validation manager, soit pas. Après, c'est à chaque entreprise de décider ce qu'elle met sous contrôle. Et après, sur la partie formation, le point assez clé, évidemment, c'est que tout ça fonctionne à partir du moment où on a un référentiel de contenu qui va être le même, quel que soit le module, que ce soit la formation, la gestion des talents ou le profil du collaborateur. Donc, assez clairement, je crois que tout ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle, le big data, nous amène en fait à massifier les données autour d'un point central où là on peut en tirer le maximum d'usage. D'ailleurs, c'est valable aussi sur les données sur les données textuelles. On a de plus en plus d'outils en intelligence artificielle qui nous permettent d'analyser ce qu'on appelle notamment le sentiment, c'est-à-dire est-ce que les retours sont positifs, moyens, négatifs, voire très négatifs. Et ça devient très intéressant, notamment pour exploiter des données issues des entretiens annuels, parce que la plupart du temps, on collecte une masse de données et puis ensuite on utilise le champ qui dit quel était le niveau global de performance de la personne. Donc, et toutes les données textuelles qui ont été collectées, on les oublie. Donc là maintenant, on est en mesure d'exploiter ces informations-là, notamment de trouver par exemple les retours très négatifs et de faire un travail d'anticipation sur qui sont les prochaines personnes qui risquent de partir et qui l'ont plus ou moins fait sentir dans leur entretien annuel. Parce que derrière, dernière question ou pas dernière question? Si, dernière question. Bonjour. Bonjour. Quel est le degré d'adoption d'une suite HCM chez le client qui a plusieurs applications qui gèrent, par exemple, dans l'exemple que vous avez donné, la partie informatique, c'est pas géré comme la partie personnelle, les données personnelles. Est-ce qu'il faut adopter toute une autre suite de modules pour avoir ce degré de transversalité des données qui concernent un salarié, mais en même temps concerne aussi tout ce qui est outils de l'entreprise? Ouais. Donc sur ce sujet de l'adoption, ça rejoint un petit peu les stratégies de déploiement de nos clients. Je vais vous faire deux réponses. Donc la première, c'est ce que je voyais en fait historiquement, qui était la plupart du temps une première intention qui est de se dire j'ai plein de données cloisonnées dans des systèmes d'information, souvent paye, séparés dans mon entreprise. Donc souvent le premier enjeu, c'est de réunifier toutes ces données pour au moins avoir une vision exhaustive des ressources humaines de l'entreprise et ensuite de bâtir les volets qualitatifs. Alors j'ai gagné du temps dans l'adoption sur le volet qualitatif. La plupart du temps, on adressait le sujet des entretiens annuels, qui était probablement une des façons les plus simples d'aller gagner l'usage des collaborateurs, des managers sur un instant clé. Ça, c'est ce qu'on voyait jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et cette question de l'adoption, en fait, je l'ai posée à une table ronde avec 4 clients la semaine dernière. Alors, en disant, voilà, quelle était, votre stratégie de 4 entreprises différentes, de taille toutes différentes. Quelle a été votre stratégie pour réaliser l'adoption de vos utilisateurs? Et donc je vous le retranscris tel que ça nous a été présenté, mais je vois dans la salle des gens qui étaient présents à cet événement. Les RH nous ont dit mais aujourd'hui il n'y a plus de sujet d'adoption, parce que quand vous avez une ergonomie qui est simple, un accès qui est relativement simple, 3 clics pour saisir une information, les RH peuvent démarrer par n'importe quel sujet. Donc aujourd'hui, que ce soit par la zone personal branding pour auto-déclarer ce que je peux apporter dans l'organisation et ce que je souhaiterais faire, ou que ce soit par les entretiens annuels, aujourd'hui, le sujet de l'adoption, je pense, c'est un peu un sujet derrière nous, en tout cas sur le plan sur le plan lié à la technologie. Restent les volets liés au changement interne de l'organisation et le contexte de l'organisation, mais je pense que le sujet de l'outil, aujourd'hui, n'est plus un sujet. Je pense que sur la partie technologique, oui. Je pense que ce qui reste, c'est le sujet de moi en tant que collaborateur. J'ai quand même besoin qu'on m'explique dans quelle dynamique se situe l'entreprise, pourquoi on me demande des informations, ce que ça va m'apporter. Donc il restera toujours ce volet change, mais plus lié à ma trajectoire et le sens que ça fait au sein de l'organisation. Je suis pas sûr, mais je serai là tout à l'heure pour le break. Merci beaucoup. Merci Sylvain, merci pour cette intervention.